3 gestes discrets, aucune alerte, mais tout a changé pour le Nigeria. Pas d'explosion sur les écrans. Aucun discours solennel à la télévision. Aucune une de journal n'a crié que l'histoire venait de basculer. Et pourtant, en quelques jours à peine, 3 mouvements silencieux ont frappé le Nigeria de plein fouet. Des frappes américaines, le retour de troupes étrangères et une invitation royale inédite depuis 37 ans. Sur le papier, rien de spectaculaire. Coopération sécuritaire, courtoisie diplomatique, accords commerciaux comme d'habitude. Mais mis bout à bout, ces gestes apparemment anodins dessinent une séquence calculée, presque chorégraphiée. Ici, pas de grand fracas, juste un timing précis. Quelque chose s'est verrouillé avant même qu'on puisse en débattre. Quelque chose s'est légitimé avant qu'on puisse le questionner. Et surtout, quelque chose vient d'être sécurisé, sans que la population ait le temps de réaliser que la porte venait de se refermer. Ce n'est pas que le Nigeria ait soudainement changé. C'est sa nécessité stratégique qui a explosé. Nécessaire pour stabiliser une région qui échappe à tout contrôle. Nécessaire pour rassurer un système occidental en perte de repères. Nécessaire pour tenir une ligne que d'autres avaient déjà franchie. La question n'est donc pas de savoir si le Nigeria est accueilli ou honoré. Mais pourquoi ce retour en grâce maintenant, sans bruit ni crise? Ce qui se joue derrière ces gestes ordinaires, c'est la capacité du public à discerner le vrai du faux, à lire entre les lignes du pouvoir. Si on s'arrête à la surface, à la cérémonie, au jargon sécuritaire, on rate l'essentiel, une recomposition silencieuse qui enferme le Nigeria dans un rôle d'encre docile, sous couvert de prestige et de pragmatisme. Mais cette stratégie, méthodique et presque invisible, vise à verrouiller le pays avant que la jeunesse nigériane, lucide, connectée, de plus en plus critique, ne puisse imposer sa propre vision du futur. Alors, pour comprendre ce qui s'est vraiment joué et ce qui a tout précipité, revenons sur la situation régionale qui a mis le feu aux poudres. Quand la stabilité prévisible de l'Afrique de l'Ouest s'est effondrée, le Nigeria est devenu la clé. Depuis des décennies, les puissances occidentales avaient misé sur une gestion discrète de la région. Partage de renseignements, bases militaires à peine visibles, diplomatie de couloir. Tout était orchestré pour maintenir un équilibre qui arrangeait tout le monde, à condition que chacun joue son rôle sans faire de vagues. Mais ce fragile arrangement s'est brutalement fissuré. Les gouvernements du Nord, jusque-là alliés fidèles, ont commencé à briser le pacte tacite. Coup d'État au Niger, tensions au Mali, fronde au Burkina Faso. Une série de ruptures en cascade qui a pris de court les stratèges occidentaux. Face à cette nouvelle donne, le Nigeria s'est retrouvé projeté au premier plan. Non seulement parce qu'il incarne le mur sud du Sahel, la barrière qui sépare la zone d'instabilité des rivages plus prospères du golfe de Guinée, mais aussi parce qu'il contrôle les principaux passages pour les armes, les migrations, parfois même les idéologies. Si le Nigeria bascule, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui devient ingérable. Flux migratoires incontrôlés, marchés déstabilisés, groupes armés enhardis. L'équilibre régional, déjà fragile, ne tiendrait plus qu'à un fil. Les réponses occidentales n'ont pas tardé. Des frappes américaines, peu médiatisées, ont servi de rappel discret. Le Nigeria reste dans la sphère d'influence occidentale. Mais il ne s'agissait pas tant de riposter à un ennemi tangible que de réaffirmer un principe fondamental. Dans ce chaos, l'ordre doit passer par le Nigeria. Derrière chaque opération militaire, il y a un message silencieux aux élites nigérianes et à leurs alliés. L'Occident surveille, protège, mais surtout orchestre. Ce modèle de gestion, fait de sécurité partagée et de coopération feutrée, dissimule mal une vérité dérangeante. La capacité de décision du Nigeria est désormais inextricablement liée à l'agenda occidental. Chaque choix politique important s'entoure d'exigences de plus en plus contraignantes. Refuser ces conditions, c'est risquer l'isolement, l'incertitude économique, voire l'instabilité intérieure. Accepter, c'est troquer une partie de sa souveraineté contre une sécurité relative, sous surveillance. Ce rapport de force n'est, en réalité, ni fortuit ni véritablement négocié. Il s'impose comme une nécessité, un engrenage.
Les puissances externes paniquent à l'idée de perdre leur ancrage régional. Tant que le Nigeria tient, l'architecture occidentale tient elle aussi. Mais cette dépendance croissante a un coût. Plus la gestion de la région repose sur Abuja, moins le pays peut se permettre d'agir librement, et plus il devient le garant d'un système qui ne sert pas toujours ses propres intérêts. Le risque est là, tangible. Ignorer cette réalité, c'est ne pas voir que l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest se joue aujourd'hui dans les marges de manœuvre de Lagos et d'Abuja. La stabilité, les opportunités économiques, la vraie capacité à décider collectivement, tout cela dépend du rôle que le Nigeria acceptera ou refusera de jouer dans cette grande recomposition silencieuse. Mais comment faire accepter ce contrôle sans susciter de résistance ni de rejet? La force ne suffit pas, il faut l'habiller pour qu'elle soit acceptée. C'est la base de toute stratégie de pouvoir moderne, on ne se contente plus d'imposer, on donne l'illusion du choix. La présence militaire, c'est l'obéissance sous pression, mais la vraie adhésion, celle qui dure, exige d'autres outils. Voilà pourquoi on convoque le prestige, on sort les tapis rouges, on programme la grande visite royale. Mais attention, cette cérémonie, ce n'est pas une récompense. Ce n'est pas un hommage au Nigeria. C'est une opération de normalisation. On met en scène un partenariat, une égalité de façade, alors que dans l'ombre, on verrouille le contrôle. Cette visite n'est pas destinée au peuple. Elle parle avant tout aux décideurs, aux élites, aux investisseurs. Le message est clair, les marchés peuvent respirer, tout est sous contrôle, la ligne est tracée. On rassure les partenaires, on donne des gages de stabilité. Et dès que l'alignement est banalisé, toute voix discordante, toute tentative de s'écarter du cadre, est immédiatement recadrée comme un danger pour la stabilité, un risque pour les investissements, une menace pour la sécurité régionale. La légitimité, c'est la clé. Tant qu'elle est affichée, tout changement devient suspect, toute contestation paraît irresponsable. Mais ce vernis symbolique ne vise qu'à préparer le terrain. Car la cérémonie s'efface, les photos jaunissent, les gros titres disparaissent. Le vrai verrouillage, lui, s'installe ailleurs. Pour que l'obéissance devienne durable sans jamais ressembler à de la contrainte, il faut plus que des gestes symboliques. Il faut réécrire les règles du jeu. C'est là que les accords commerciaux entrent en scène. Pas juste comme outil économique, mais comme architecture du contrôle. Les chiffres, les milliards annoncés, impressionnent peu à l'échelle globale. Ce qui compte, c'est comment circule l'argent, sous quelles lois, devant quels tribunaux on règle les différends. Les accords modernes, ce ne sont pas seulement des échanges, ce sont des systèmes qui codifient les comportements. Une fois signés, ils délocalisent la souveraineté. Protéger une industrie locale? Ce n'est plus une décision purement nationale, ça devient un litige juridique. Modifier une réglementation? Attention aux poursuites. Même la politique monétaire, la gestion des données, l'énergie, tout se trouve pris dans un filet d'obligations discrètes, écrites ailleurs. Il ne s'agit pas d'un vol brutal de souveraineté. C'est une série de petits renoncements, technique après technique, quasiment invisibles au quotidien. Chaque décision politique passe alors par un filtre. Est-ce conforme à l'accord? Va-t-on effrayer les investisseurs? Risque-t-on l'arbitrage international? Peu à peu, l'obéissance devient automatique, sans qu'il y ait besoin d'un ordre, d'une menace. La discipline vient du papier, pas des armes, des clauses, pas des commandements. Et c'est d'autant plus efficace que tout cela arrive dans le sillage de la légitimité affichée lors des grandes cérémonies. Quand enfin, le cadre économique est installé, il résiste à tout. Au gouvernement, aux crises, aux contestations. Les contrats sont si complexes, le langage si dense, que personne ne les lit vraiment. Et quand un gouvernement veut changer de cap, il découvre trop tard qu'il n'a plus la main. Dès lors, toute volonté d'indépendance est présentée comme une folie, tout désir de réforme comme une menace. Ce système est si subtil qu'il fonctionne même avec des dirigeants sincèrement animés de bonnes intentions. Même les gouvernements réformateurs se retrouvent pris au piège d'accords pensés pour la stabilité. Voilà le piège. La façade de légitimité cache une perte réelle de marge de manœuvre pour des décennies. Et c'est ce verrouillage discret
qui pèsent sur l'avenir du Nigeria, bien plus que les discours ou les cérémonies. Mais la cérémonie seule ne suffit pas. Il faut sceller l'obéissance durablement. Quand la symbolique s'efface, ce sont les règles économiques qui prennent le relais. Au Nigeria aujourd'hui, ce ne sont plus les discours officiels, ni les grandes cérémonies qui dictent la marche à suivre, mais une série d'accords commerciaux et de contrats qui, peu à peu, redessinent les marges de manœuvre du pays. On présente souvent le commerce comme une simple question d'échange gagnant-gagnant. Mais ici, il s'agit d'autre chose. C'est une architecture de l'obéissance, patiemment bâtie, où chaque clause, chaque signature, réduit un peu plus l'indépendance technique réelle du pays. Regardez bien, ces accords ne sont pas pensés pour répondre aux besoins profonds des Nigérians, mais pour rassurer l'extérieur. Ils ancrent le pays dans un réseau de dépendances invisibles, où chaque choix politique doit d'abord être validé par la capacité à rassurer les investisseurs, à garantir la stabilité pour les partenaires, à ne rien perturber pour la finance mondiale. Cette logique, elle s'impose à tous, même aux dirigeants les plus sincères, même à ceux qui voudraient changer les choses. Parce que les cadres juridiques, les contrats à long terme, eux, survivent au gouvernement, aux alternances, même aux crises. Ils deviennent des garde-fous, mais aussi des cadenas. Un gouvernement peut tomber, une crise peut passer, l'accord reste. Et c'est là que se glisse l'autocensure. On hésite à proposer une réforme trop ambitieuse, de peur de faire fuir le capital. On évite de questionner un contrat, de crainte d'envoyer un mauvais signal. La discipline ne vient plus de l'ordre politique ou militaire, mais de la crainte permanente d'une instabilité qui serait immédiatement sanctionnée par les marchés ou les partenaires extérieurs. Ce verrouillage, il est progressif, insidieux. Il n'y a pas de coup de tonnerre, pas de basculement soudain. Mais, année après année, les marges d'action se réduisent. Le Nigeria, censé être le géant régional, devient un espace de plus en plus balisé, où l'on gère, où l'on amortit les chocs pour le compte d'un système global anxieux de perdre le contrôle. C'est cela, la fonction d'encre docile. Être suffisamment stable pour absorber les crises qui secouent la région, sans jamais remettre en cause l'architecture globale, ni sur la sécurité, ni sur les flux économiques, ni sur les alliances politiques. Mais le vrai test, ce n'est pas dans les textes, ni dans les salons feutrés, où se négocient ces accords. C'est dans la perception populaire que tout se joue. Parce qu'accepter, sans débat, ces cadres qui réduisent à la capacité future d'agir, c'est risquer de découvrir trop tard que l'indépendance réelle s'est dissoute, non dans un affrontement brutal, mais dans une suite de gestes ordinaires et d'habitudes prises au nom de la responsabilité. Et c'est ici que le risque pour la société nigériane devient palpable. Voir s'installer une souveraineté de façade pendant que les décisions essentielles se prennent ailleurs, hors de portée de la majorité, et que chaque nouvelle génération hérite d'un espace toujours plus contraint. Or, un fossé générationnel se creuse. La jeunesse nigériane ne croit plus au récit de stabilité. Ce n'est plus la stabilité qui rassure, mais la capacité à changer. Cette idée, qui semblait encore impensable il y a 10 ans, traverse aujourd'hui toute une génération de Nigérians. Les récits de partenariat, les promesses d'opportunités, les accolades diplomatiques. Tout cela glisse désormais sur une jeunesse qui ne demande plus à croire, mais à voir. Cette génération ne se nourrit plus de discours. Elle vit les conséquences, pas les contrats signés dans les salons feutrés, ni les banquets où les élites trinquent au retour du Nigeria. Elle compare les résultats, pas les promesses. Elle analyse ce qui change dans la vie de tous les jours, pas ce qui est écrit dans les communiqués officiels. C'est là que la fracture devient visible. Alors que l'élite nigériane endosse discrètement ce rôle d'encre docile du système, la jeunesse, elle, commence à remettre en cause cette responsabilité imposée. Le vieux flux de légitimité, du haut vers le bas, ne fonctionne plus. La confiance étrangère, autrefois perçue comme un signe de prestige, devient suspecte. On se demande, au nom de quoi doit-on supporter la charge silencieuse d'absorber, encore et encore, les pressions extérieures, les attentes démesurées, les frustrations qui explosent ailleurs mais s'accumulent ici? Ce fardeau invisible, accepté sans bruit, finit par faire grincer la société, comme une corde trop tendue. Petit à petit, l'acceptation se transforme en friction.
La stabilité exigée n'est plus vécue comme une promesse, mais comme une contrainte. Les décisions qui autrefois paraissaient prudentes, rester calme, rassurer les investisseurs, négocier au lieu de confronter, sont perçues comme des renoncements, des occasions manquées de prendre en main son propre destin. C'est ainsi que naît une forme d'instabilité latente, moins bruyante que les révoltes classiques, mais tout aussi profonde. Parce qu'en réalité, le vrai coût de ce rôle d'encre n'est jamais payé tout de suite. Il s'accumule, il s'infiltre dans la confiance collective, il use la patience. Et lorsqu'on parle avec les jeunes Nigérians aujourd'hui, le constat est clair. Ils préfèrent l'incertitude à la stagnation. Pour eux, rester prévisible, c'est prendre le risque de ne jamais voir le pays avancer. Ce n'est plus la peur du chaos qui guide leur choix, mais la lucidité de savoir que le statu quo ne leur offrira pas d'avenir meilleur. Le risque, désormais, c'est de manquer le tournant, de rater ce moment crucial où tout bascule. Si ceux qui décident aujourd'hui continuent d'ignorer ce désir de changement, alors la jeunesse pourrait bien se détourner radicalement du système. Et quand une génération entière cesse d'y croire, l'instabilité n'est plus seulement probable, elle devient inévitable. C'est pourquoi ce qui se joue au Nigeria aujourd'hui dépasse de loin la question du prestige ou des accords économiques. Il s'agit d'un basculement silencieux du pouvoir, d'une recomposition profonde de la souveraineté qui se joue dans les gestes ordinaires, dans les choix quotidiens, dans la capacité à refuser l'immobilisme. L'avenir du pays, sa stabilité, ses opportunités, sa maîtrise de son destin dépendra de cette fracture générationnelle, de la façon dont elle sera négociée ou ignorée. Tout converge alors vers une question centrale et inédite dans l'histoire du Nigeria. Lorsqu'absorber la pression devient intenable, le Nigeria choisira-t-il de préserver le système ou de le forcer à changer? C'est la vraie question, celle qui se cache derrière les discours officiels, les grandes cérémonies et les accords signés loin des caméras. Parce qu'au fond, ce moment décisif ne ressemblera pas à une révolution spectaculaire ou à une déclaration solennelle sur la souveraineté. Non, il s'imposera à travers une série de décisions techniques, presque ennuyeuses à première vue, mais qui, mises bout à bout, finissent par redessiner les contours réels du pouvoir. Qui contrôle les données sécuritaires quand les intérêts divergent? Qui tranche lorsque les contrats bloquent une politique industrielle indépendante? Qui fixe les règles du numérique alors que les grandes plateformes récoltent plus qu'elles ne construisent? Qui décide enfin à quel moment la stabilité coûte plus cher que le changement? Ces choix, souvent invisibles, révèlent les vérités que les discours masquent. Tant que le Nigeria privilégie la prévisibilité à l'influence, il reste cette fameuse ancre, centrale mais contrainte, protégée par le système mais empêchée d'en sortir. Le risque pour le Nigeria, et pour toute la région, c'est de manquer ce tournant, de rater l'instant où tout peut basculer. De rester spectateur pendant que d'autres, ailleurs, prennent en main leur propre destin. Car l'alignement discret entre sécurité, prestige symbolique et accords économiques n'est pas seulement une suite de circonstances, c'est une stratégie délibérée, construite pour verrouiller l'ordre établi juste avant que la contestation ne prenne forme. Les puissances occidentales n'attendent pas la révolte pour agir. Elles l'anticipent. Elles cherchent à fixer le jeu avant que la jeunesse nigériane ne le bouleverse. Et cette jeunesse, justement, n'a plus le même rapport à l'ordre hérité. Elle est jeune, massivement connectée, lucide sur la distance entre discours et réalité. Elle n'attend pas qu'on lui explique ce qui ne marche pas. Elle le vit, elle le partage, elle le compare en temps réel à ce qui se fait ailleurs. Pour cette génération, la stabilité ne garantit plus la promesse de progrès. Elle ressemble plutôt à une prison dont les murs se renforcent chaque jour, à coups de compromis invisibles. Voilà pourquoi l'enjeu n'a jamais été aussi fort. Le Nigeria ne peut plus absorber indéfiniment la pression sans qu'un point de rupture ne soit atteint, en interne ou à l'extérieur. Plus on demande au pays de tenir le système à bout de bras, plus ce poids devient visible, plus le malaise s'installe. Ce n'est pas de la confiance, c'est de la crainte masquée. Chaque visite d'État, chaque frappe aérienne, chaque nouveau traité commercial est une tentative de rassurer un système qui sent le sol bouger sous ses pieds. Ce qui distingue cette période,
c'est que le Nigeria n'est plus seul à décider. L'ancien compromis, sacrifier l'autonomie pour la stabilité, en espérant que l'ordre apportera la prospérité, ne convainc plus. Pour une majorité de jeunes Nigérians, l'incertitude paraît moins dangereuse que la stagnation. À force de voir d'autres pays oser, expérimenter, alors qu'on leur demande simplement d'assurer la continuité, la frustration s'accumule et raccourcit la durée de vie des arrangements passés. Le vrai suspense, c'est que le Nigeria n'a pas encore franchi ce seuil où la contestation bascule en action. Mais il en est si proche que, même sans mots, tout le monde le sent. Et c'est là que nous nous trouvons, à la veille d'un basculement qui, selon la trajectoire choisie, redéfinira la stabilité de toute la région, les opportunités économiques et la capacité réelle à prendre en main un destin commun. Alors, la question n'est plus de savoir si le Nigeria est puissant, ou central, ou stratégique. La vraie question, celle qu'on n'ose pas toujours formuler, c'est celle-ci. Lorsque le moment viendra, le Nigeria continuera-t-il d'absorber la pression pour préserver un système qui ne le sert plus, ou décidera-t-il de bouger et d'obliger tout le système à s'ajuster autour de lui? Et vous, qu'en pensez-vous? Sommes-nous en train d'assister à un nouveau colonialisme déguisé? Partagez vos avis dans les commentaires. Si vous souhaitez aller plus loin avec nous et découvrir d'autres analyses sur la culture noire, son histoire, sa civilisation et ses preuves de grandeur souvent oubliées, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.